Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui, en deuxième partie, nous parlerons du colloque de l'Institut de recherche sur le Québec qui se tiendra très bientôt avec Guillaume Rousseau. Mais avant, l'itinérance est un sujet au cœur des élections municipales à Montréal. Les différents partis politiques mettent l'itinérance au sommet de leurs priorités, mais quelle est la situation concrètement sur le terrain à Montréal? Pour en parler, nous recevons Jaëlle Bégarin, PDG à la Maison du Père. Madame Bégarin, bonjour. Bonjour. Avant même la campagne municipale actuelle, là, les Montréalais, je pense, avec globalement, je suis un Montréalais, né et grandi à Montréal, donc même que ma mère a travaillé avec les itinérants longtemps quand j'étais petit, donc quand même baigné, si on peut dire, dans la chose. On a toujours eu l'impression que l'itinérance était un problème, mais dans les dernières, j'ai envie de dire 5 à 10 ans, ça semble s'être accentué, mais rapidement. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est bien le cas? Là, sur le terrain, vous avez vu une augmentation quantitative, mais peut-être même une détérioration qualitative au point de vue de l'itinérance à Montréal? Sur le terrain, dans le fond, comme vous le dites, hein, l'itinérance a toujours été un problème et je crois que depuis l'impact de la pandémie, c'est que l'itinérance visible a augmenté. Parce que, à mon avis, on était déjà dans beaucoup d'itinérance cachée où des personnes étaient à un fil de se retrouver à la rue, et ben tous ces fils-là ont cédé et maintenant on les voit carrément dans la rue. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la détérioration. Ça, c'est phénoménal. L'état de santé, que ce soit la santé psychologique, la santé mentale, la santé physique et la santé financière des personnes, c'est énormément dégradé. Et ça, c'est crève-cœur. Effectivement, il y a un changement à ce niveau-là et je pense qu'on doit agir de façon urgente sur les différents aspects que je viens de nommer. Et ces gens-là, j'allais dire, ils sont au seuil de l'itinérance, mais qui vont, comme vous avez dit, là, une itinérance cachée, donc vont coucher chez des amis, de la famille, de façon quasi permanente, du moins à long terme, se retrouvent quand même à la Maison du Père. Oui, de plus en ceux qui sont en itinérance cachée ont quelque part un dernier filet, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis parfois aussi, ils sont dans une itinérance cachée mais empreinte de violence. Je parle beaucoup des femmes qui vont souvent rester dans des situations à haut risque parce que sinon, l'autre option, c'est la rue. Donc, à ce niveau-là, on reçoit des appels, on reçoit des demandes pour que les personnes, justement, aient une option où aller, quel support ils peuvent recevoir pour se trouver une maison digne et habitable. Pouvez-vous nous rappeler la mission de la Maison du Père? La Maison du Père, depuis 56 ans, notre mission, c'est d'offrir une stabilité résidentielle. Et au départ, on avait commencé avec un hébergement d'urgence, mais au fil des années, on a construit un continuum de services cliniques qui aujourd'hui nous permet de prévenir la perte de logement, d'assurer pour les personnes qui sont en situation d'itinérance un accompagnement à travers du logement transitoire et du logement permanent, et également à ce moment-là d'offrir une dignité dans la stabilité résidentielle. Donc, on a une diversité dans l'offre d'hébergement long terme et notre plus grande la stabilité résidentielle, le modèle qui marque, c'est qu'on est quand même propriétaire d'une résidence pour aînés, une RPA, qui est la seule qui dessert des aînés qui ont un passé d'itinérance ou qui sont à haut risque d'itinérance. Donc notre mission, c'est une diversité de stabilité résidentielle dans la dignité. Oui, vous avez mentionné les personnes âgées. Là, si j'ai bien compris en faisant un peu de recherche, c'est un, entre guillemets, nouveau phénomène. Ces personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, mais qui, à la retraite, ou du moins proche de la retraite, ont simplement plus les moyens d'arriver. Exact. Depuis dans le fond, je dirais quelques années, facilement 5 ans, une de nos réalités, c'est pour ça qu'on a créé le service de prévention, qu'on se retrouvait avec des personnes de 55 ans, 60 ans, 65 ans, qui vivaient leur premier épisode d'itinérance. Ça, c'est un phénomène qui est quand même assez récent et qui s'accentue avec les années. J'avais rencontré d'ailleurs un monsieur qui aujourd'hui, il est décédé, mais il a pu intégrer notre résidence pour aînés. Et il avait partagé que la première fois où il s'est retrouvé à consommer du crack, c'était à 62 ans. Parce que c'était la première fois qu'il se retrouvait à la rue, alors qu'il a travaillé toute sa vie et qu'il a été logé toute sa vie, là. C'est quand même terrible d'entendre ça. Mais comment est-ce qu'ils se retrouvent justement dans une situation si précaire, si économiquement parlant, le travail était pas un problème dans le sens qu'ils ont travaillé toute leur vie et là, à la fin de leur vie professionnelle, ils se retrouvent dans la rue. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait, disons, une chute?
Alors, je veux dire, des accidents des vies plus courants, c'est que souvent, on parle de séparation, de décès d'un des conjoints. Donc, le revenu, il est divisé en deux, hein, c'est aussi Hmm. pragmatique que ça. Et ça amène aussi une santé psychologique qui va se dégrader. On a quelques-uns qui vont vivre un instant de dépression, qui vont pas être entourés pour surmonter tout ça. Et au niveau de la pension, ben il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas forcément accès à la pension. Mais et donc tout ça ensemble fait en sorte que il suffit d'un petit accident de vie, comme par exemple un soin dentaire ou la voiture qui brise. Ils Hmm. n'ont pas de marge de manœuvre. Et avec ça, on ajoute le problème structurel qui est la financiarisation des logements. Le coût des logements augmente bien plus vite que les revenus des aînés. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous poser comme question, quel impact a la crise du logement sur l'itinérance? Le lien semble évident pour la majorité des gens, mais comment voyez-vous l'impact justement de la crise du logement, le manque de logement essentiellement? Ben, nous, l'impact, on le voit dans l'accessibilité au logement abordable. Il y a peu d'offres de logements abordables et quand on en trouve à un loyer, on va dire, décent par rapport aux revenus des personnes qu'on aide, c'est souvent des logements où on va retrouver des coquerelles, des punaises, des logements un peu mal famés, mal adaptés, euh, où il y a beaucoup de problèmes techniques à l'intérieur du logement. Et, et ça, vivre dans ce type de logement-là, dans un endroit plus isolé ou peu desservi, ben, les personnes aînées se retrouvent vraiment démunies à ce niveau-là. Et on avait fait un sondage à une certaine époque où la plupart nous disaient qu'ils veulent pas juste un logement, ils veulent une vie communautaire. Parce que c'est trop dur d'être seul entre quatre murs. Ah oui, tout à fait. Ben, on parle, pas qu'au Québec, mais en Occident maintenant, de ce qu'on appelle la crise de la solitude. Le fait que les gens ont Complètement. de moins en moins de connexion avec la famille, avec des amis, donc se retrouvent seuls. Quel rôle est-ce que ça joue? Vous en avez parlé un peu, là, mais est-ce que vous le voyez, en gros, la solitude mène à une hausse ou du moins une aggravation de l'itinérance? Mais la solitude, ce qu'elle fait, c'est que demander de l'aide, ça devient de plus en plus compliqué. Les personnes se retrouvent juste avec eux-mêmes, avec l'incapacité de se battre pour défendre leurs droits en tant que locataires, l'incapacité aussi de savoir où chercher l'aide, à quelle porte frapper, et bien souvent des symptômes dépressifs qui prennent le pas en fait, qui prennent le contrôle. Et là, on a un laisser-aller dans le prendre soin de soi à tous les niveaux. Et on va dire, cette dégradation progressive mais certaine, eh ben, on finit par la voir quand la personne est dans la rue. Mais ça fait longtemps que ça a commencé. Le risque d'itinérance, ça fait longtemps qu'il était déjà en marche. Mais quelles sont les causes globales, donc, de l'itinérance? On a mentionné la santé mentale, la solitude, même des ruptures, mais globalement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se retrouve dans la rue? Mais globalement, les gros facteurs de risque qu'on a observés, c'est déjà les revenus faibles par rapport qui peuvent pas soutenir un loyer d'aujourd'hui, on va dire. La deuxième chose, on a vu tout ce qui a trait à des problèmes de santé. Des personnes qui vont se retrouver avec soudainement un diagnostic de cancer et ils sont déjà précaires dans un logement peu adapté, recevoir des soins dans ce logement-là sans accompagnement, sans filet social, donc familial, amical, ça fait en sorte que bien souvent ils vont pas le faire le traitement. Donc la santé se dégrade et on a tout ce qui concerne justement le filet social et familial où là il y a des ruptures familiales, il y a des problèmes aussi de ceux qui aidaient avant, ils sont plus aidants parce que eux-mêmes sont dans des situations difficiles. Et la dernière chose, c'est tout ce qui relève des problèmes de consommation aussi. Mais consommation, je veux juste faut pas faire le raccourci trop rapide parce que les visages ont tellement changé qu'aujourd'hui, là, on reçoit des gens qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit, mais qui arrivent avec une santé mentale fragilisée et qui peuvent pas se relever tout seuls. Vous mentionnez que les visages changent. Comment changent-ils, justement?
Alors, un des premiers aspects, les premiers changements qu'on a vus, c'est la question des aînés. Ces aînés qui vivent un premier épisode à un âge avancé, un premier épisode d'itinérance. L'autre aspect qu'on a pu voir aussi, c'est toute la question des familles déplacées et des personnes qui sont déplacées. Quand il y a eu le boom des demandeurs ou des réfugiés, il y a eu un impact sur la capacité de ces personnes-là à se stabiliser en logement. Donc forcément, ils se retrouvaient à la rue. L'autre aspect qu'on voit aussi, c'est tous les travailleurs pauvres. On a beaucoup de travailleurs pauvres qui sont en ce moment hébergés dans notre réinsertion sociale. Ils travaillent, mais ils n'ont pas un revenu suffisant pour être logés. Vous avez parlé des familles, donc j'imagine des enfants aussi. Est-ce est-ce que le nombre d'enfants, premièrement, en situation d'itinérance a augmenté et qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les aider? Au niveau du nombre d'enfants, j'ai pas les statistiques avec moi. Il y a beaucoup de ressources spécialisées jeunes. Je vous dirais que ça aide beaucoup, qui sont en place depuis plusieurs années. Et au niveau des enfants, il y a la protection de la jeunesse aussi qui rentre en jeu. Donc, il y a un autre filet autour des enfants. Par contre, ce qui nous frappe, c'est ces familles qui sont à deux droits d'itinérance. Et bien souvent, on va être dans de l'itinérance plus cachée parce que le risque, c'est de perdre la garde aussi. Il y a comme ce mythe-là aussi que si moi, je ne peux pas assumer mon rôle parental, on va m'enlever mon enfant. Donc, ça vient jouer, ça vient de refaire le portrait un petit peu au niveau du parcours d'itinérance. Quotidiennement, concrètement, qu'est-ce que vous faites, disons, dans une journée typique à la Maison du Père? Ça ressemble à quoi? Qui est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les urgences? Quels sont les projets à long terme que vous devez assurer justement que ceux-ci progressent? Une journée quotidienne, là, pour donner une image, une idée aux gens de ce qui se passe à la Maison du Père, ça ressemble à quoi? Une journée quotidienne, mon Dieu, Typique, je devrais dire. est assez Typique. typique. On va dire ça comme ça. Dans le fond, ce que je peux dire, quand on parle du risque d'itinérance, nous, sur notre site internet, on a un accès professionnel. Fait que je vous dirais, une journée quotidienne, on a facilement 2 demandes qui rentrent sur le site internet de personnes qui vont perdre leur logement. Ça, c'est pour une journée. Cette année qui vient de finir, on a reçu 307 demandes à ce niveau-là du risque d'itinérance. Au niveau de notre hébergement d'urgence et de nos services de santé physique, par jour, on parle de 136 personnes qu'il faut appuyer et qu'il faut amener vers une trajectoire vers le logement. Sur une journée quotidienne à l'intérieur même de la maison, on a 404 places de personnes qui sont dans des logements plus permanents. Certains n'ont pas besoin de manger à la Maison du Père parce que leur logement est équipé, mais d'autres vont manger avec nous et tous ceux qui sont en réinsertion sociale, c'est qu'on va dire notre journée quotidienne, c'est 800 repas par jour. Et en même temps, sur une journée, on développe beaucoup d'activités de récréologie pour justement préserver une certaine autonomie au niveau de la motricité, pour briser l'isolement qui peut aussi exister. Donc sur la journée, on va avoir 4 activités qui vont se dérouler sur la journée, en plus d'un projet de maison en chanson où on a un groupe de musique en fait qui s'entraîne dans notre grande salle. Fait qu'une journée à la Maison du Père, c'est beaucoup de bruit organisé, mais beaucoup de circulation. Et sur une journée, c'est facilement plus de 100 employés qui sont sur place. 100 employés? Oui, en tout, on a 180 employés. On a 80 qui facilement sont plus sur le terrain à se déplacer puisque on suit grâce à un projet Logement Montréal où on est 4 organismes qui travaillent ensemble. On suit 650 personnes qui sont logées dans des logements privés, dans le parc locatif privé et qui bénéficient d'une subvention au loyer et aussi donc d'un accompagnement pour les maintenir en logement. Donc ça fait du monde qui se promène dans le Grand Montréal, mais du monde dédié et engagé. Pourquoi vous êtes vous-même impliqué dans cette cause?
Je dirais le droit au logement, je trouve que c'est quelque chose qui doit arrêter d'être dit, mais qui doit être plus vécu. On doit le vivre. Et aujourd'hui, on le vit pas parce qu'on Maison du Père aurait pas à développer un si gros continuum si on appliquait le droit au logement. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir sa place dans un logement et d'avoir une identité domiciliaire. Je trouve ça la première fois qu'on a réouvert après la pandémie, notre service d'accès santé et qu'en allant rencontrer les équipes, justement, des services hospitaliers et qu'on m'a dit que oui, on donne des diagnostics de cancer à des personnes en situation d'itinérance, mais comme ils vivent dans la rue, on peut pas leur donner le traitement. Vous imaginez, vous recevez un cancer des poumons, mais vous êtes dans la rue, vous n'avez pas accès au traitement. Et je comprends, parce qu'une radiothérapie, une chimiothérapie, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut un milieu sécurisé pour pouvoir suivre ce traitement-là. Mais c'est une mort précipitée, c'est une condamnation, alors qu'on a les moyens de tout simplement être bien chez soi. Qu'importe notre chez soi, d'être bien chez soi et d'avoir les services qui sont nécessaires pour vivre en toute dignité. On est au Québec, on est au Canada. Le droit au logement, pour moi, il faut que ça se vive. Et c'est pour ça que je m'engage autant au niveau de notre cause. J'ai parlé des élections municipales en introduction, sans nécessairement parler de candidats ou de partis spécifiques. Que pensez-vous des propositions qui ont été mises de l'avant? La plupart des partis mettent l'itinérance au sommet de leur liste des priorités. Ça semble percoler justement jusqu'aux candidats à la mairie eux-mêmes. Mais que pensez-vous de la campagne jusqu'à maintenant en ce qui a trait à l'itinérance? Jusqu'à maintenant, je salue déjà la motivation et l'engagement. Je vous dirais, je serai la première à vouloir voir les actions concrètes, puisque justement, on a été, par rapport à la Maison du Père, on a été, dans le fond, on a une banque d'aide au loyer qui est la première au Québec, et les trois candidats se sont engagés à la financer. Donc ça, pour moi, c'est un engagement vers la prévention qui est indispensable. Maintenant, au niveau de l'itinérance, des personnes en situation d'itinérance, j'ai hâte d'entendre plus d'engagement concerté. Parce que oui, la ville a certains pouvoirs, mais la ville n'a pas tous les pouvoirs pour régler l'itinérance des personnes qu'on voit sur Notre-Dame. Donc, il faut absolument que la ville, le provincial, le fédéral se concertent sur un plan commun où on a des visées claires sur 10 ans. Si on dit que on se donne une planification de 10 ans pour justement commencer par régler l'itinérance des personnes de 60 ans et plus, parfait. Ou des jeunes de moins de 15 ans, excellent. Mais le plan doit être clair, il doit être partagé à l'ensemble de la communauté montréalaise et on suit des objectifs pour les atteindre au bout de la 10e année. Parce qu'en ce moment, les paliers gouvernements ne se parlent pas trop ensemble ou il n'y a pas de coordination de leurs différents programmes en ce qui a trait à l'itinérance, c'est un peu pêle-mêle. Je pense qu'ils auraient avantage à se parler plus. Ils se parlent, mais se parler et avoir des objectifs communs à travers un plan d'action concerté, ça, c'est quand même un travail de longue haleine et un travail en profondeur. Et c'est peut-être ce bout-là qu'on a intérêt à partager à l'ensemble de la population, parce que la population a aussi son rôle à jouer. La stigmatisation se fait pas dans les paliers gouvernementaux, elle se fait aussi à travers l'ensemble des citoyens. Mais pour qu'ils adhèrent, ils doivent comprendre. Tout à fait. Madame Bégarin, comment est-ce que le public peut en venir en aide à la Maison du Père, participer, contribuer financièrement? Comment est-ce qu'ils peuvent aider? Déjà, on a le bénévolat. On a 120 bénévoles actifs. Donc, c'est une contribution qui est concrète, qui est rapide pour nous, qui nous permet d'économiser des charges. On a aussi le don, justement, être capable de faire un don sur des projets spécifiques et de pouvoir dire un exemple. On a eu des legs testamentaires qui nous a permis de bâtir un bâtiment de 57 studios. Donc ça, c'est un exemple concret de don significatif à la communauté. Et on a aussi tous les propriétaires engagés qui nous permettent d'avoir accès à leur logement pour justement que nos participants soient logés durablement.
Donc, il y a différentes façons d'aider la maison et j'encourage tout le monde à aller voir le site internet de la maison qui explique vraiment toutes ces initiatives d'implication concrète. Le site internet, l'adresse étant Maison du Père tout en un mot.org, donc maisondupère.org. Madame Bégarin, un grand merci. Merci à vous. Après la pause, on parle du colloque de l'Institut de recherche sur le Québec avec Guillaume Rousseau.